Rédiger un mémoire, on le sait, c'est un vrai marathon. Et là, l'idée d'avoir un sprinter comme ChatGPT à ses côtés, c'est super tentant. En fait, pour beaucoup, c'est même déjà une réalité. Mais la question, c'est comment on utilise cet outil surpuissant sans qu'il se transforme en un risque académique fatal. Allez, on va décortiquer ça ensemble. Regardez-moi ce chiffre. 55%. C'est énorme. Une étude récente a montré que plus de la moitié des étudiants ont déjà utilisé ChatGPT pour leur mémoire. Donc on n'est plus du tout dans une tendance de niche là. C'est carrément une pratique de masse. Et ça soulève des questions fondamentales pour le monde universitaire. Et voilà la question centrale. On connaît la pression, les délais, la montagne de travail. Alors oui, l'attrait de la facilité est immense. Mais attention, derrière cette belle promesse, il y a des dangers bien réels. Des dangers qui peuvent coûter non seulement un diplôme, mais aussi un apprentissage hyper important. Bon, pour y voir plus clair, voici notre feuille de route. D'abord, on va se pencher sur la tentation ChatGPT, puis on identifiera les vrais dangers. Ensuite, on verra comment transformer l'IA en un assistant personnel super efficace, avec un guide pratique de prompt éthique. On finira par les règles du jeu à l'université et comment se construire sa propre stratégie. C'est parti. Ok, commençons par le cœur du sujet, ce fameux dilemme entre la promesse d'une solution miracle et le péril qui se cache juste derrière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est la nature de l'outil. Oui, ChatGPT peut générer du texte à une vitesse folle. Le problème, c'est que le contenu est souvent juste cohérent en surface. Il manque la profondeur d'analyse, la perspective critique qu'on attend d'un travail académique. Et pire encore, il est connu pour ce qu'on appelle ses hallucinations. En gros, il invente des sources qui n'ont jamais existé. C'est le piège parfait. Passons maintenant aux conséquences. Et là, on ne parle pas de menaces théoriques, on parle de risques bien concrets qui peuvent avoir un impact très, très lourd. Et ça illustre parfaitement un point crucial. Se faire attraper, ce n'est plus une question de si, mais plutôt de quand. Les universités sont aujourd'hui massivement équipées de logiciels de plus en plus forts. Prenez Compilatio par exemple, 98,5% de taux de fiabilité. Ces outils ne cherchent plus seulement le copier-coller, non, ils analysent les structures de phrases typiques de l'IA. Autant dire que passer à travers les mailles du filet, c'est quasi impossible. Les risques, on peut les classer en 3 catégories. D'abord, les sanctions académiques, qui vont du simple avertissement à l'exclusion définitive, aïe. Ensuite, la qualité du travail lui-même, un directeur de mémoire verra tout de suite que c'est superficiel et générique. Et enfin, et c'est peut-être le plus grave, on sabote son propre apprentissage. Le mémoire, c'est un exercice qui forge la pensée. Le déléguer, c'est se priver de compétences qui serviront toute la vie. Cette citation de Jérôme Henry, qui est consultant en IA, résume tout. L'IA, ça doit être un assistant de recherche, jamais un rédacteur fantôme. La nuance, elle est là, elle est fondamentale. C'est elle qui fait la différence entre un usage intelligent et une fraude académique. Alors, comment on fait ? Eh bien, la clé, c'est un changement total de perspective. Il faut arrêter de voir l'IA comme un raccourci interdit. Voyons-la plutôt comme un outil légitime, un véritable assistant de recherche personnelle. Le point crucial, il est vraiment là, dans cette distinction. En mode rédacteur fantôme, on délègue tout, on remplace sa propre pensée et au final, on obtient un résultat médiocre et risqué. Mais en mode assistant de recherche, on collabore, on utilise l'IA pour stimuler ses idées, pour explorer des pistes, pour organiser sa pensée. Le travail final, ça reste le nôtre, mais il est amélioré, mieux structuré et même plus créatif. Le terme un peu technique pour cette approche, c'est l'augmentation cognitive. L'idée, c'est tout simple, on utilise la technologie pour amplifier nos propres capacités intellectuelles. C'est un état d'esprit vraiment puissant qui transforme la menace de l'IA en une opportunité formidable. Allez, passons au concret. Comment, dans la pratique, on utilise l'IA de manière éthique ? On va voir des exemples de prompts, c'est-à-dire les instructions qu'on donne à l'IA, qui respectent complètement l'intégrité académique. Au tout début, pendant la phase de recherche, l'IA peut devenir un excellent sparring partner. On peut lui demander, par exemple, de nous lister les auteurs incontournables sur un sujet, de pointer les grands débats actuels ou encore de nous aider à choisir la bonne méthodologie. En gros, l'IA explore le terrain, mais c'est bien nous qui décidons du chemin à prendre. Pendant la rédaction, l'IA se transforme en une sorte de coach en organisation. On peut lui donner toutes nos idées en vrac et lui demander de proposer un plan bien structuré. Ou encore, lui demander un coup de main pour rendre les transitions plus fluides ou pour simplifier une phrase un peu trop compliquée. Le fond reste le nôtre, c'est la forme qui est optimisée. Et enfin, pour la révision, l'IA devient un relecteur impitoyable. Il peut vérifier que l'argumentation est cohérente du début à la fin. Il peut jouer l'avocat du diable en proposant des contre-arguments auxquels on n'avait pas pensé. Et, chose essentielle, il peut vérifier si une source qu'on a citée existe vraiment. C'est un gain de temps et de rigueur juste énorme.
Avoir les bonnes techniques, c'est une chose, mais c'est fondamental de les appliquer dans le bon cadre, celui des règles qui sont fixées par son université. C'est non négociable. La règle d'or, c'est la prudence et la transparence. Chaque fac a sa propre politique. Ça peut aller de l'interdiction totale à l'autorisation bien encadrée. La meilleure défense, elle est donc triple. Premièrement, on consulte le règlement officiel. Deuxièmement, on est transparent, par exemple en précisant dans son mémoire comment on a utilisé l'IA. Et troisièmement, on en discute ouvertement avec son directeur de mémoire. L'honnêteté, c'est vraiment la meilleure stratégie. Finalement, au-delà des règles de l'université, l'idée c'est de se construire son propre cadre éthique, ses propres lignes rouges, pour utiliser ces nouveaux outils de manière responsable. Voici une sorte de boussole éthique. Avant chaque utilisation de l'IA, il suffit de se poser ces 4 questions. Si la réponse est oui à chaque fois, il y a de grandes chances que l'usage soit légitime. Si un seul non apparaît, il faut s'arrêter et réfléchir. C'est un super réflexe à prendre. Un tout dernier conseil très pratique, tenir un journal de bord de ses interactions avec l'IA. On note la date, le prompt qu'on a utilisé et comment la réponse a été intégrée au travail. Cette trace écrite, c'est la preuve ultime de sa bonne foi et ça constitue une protection en béton en cas de doute ou de contestation. Au final, qu'il s'agisse d'un marteau ou d'une intelligence artificielle, un outil n'est ni bon ni mauvais en soi. Tout dépend de la main qui le tient et de l'intention derrière. La question n'est donc plus de savoir s'il faut utiliser l'IA, mais plutôt de décider, en conscience, de la manière dont on va s'en servir, pour augmenter son intelligence et surtout pas pour la remplacer.